Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle conférence au CAREP. Nous sommes très heureux et enchantés de recevoir aujourd'hui le psychiatre et le philosophe Gérard Haddad. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est notre collègue et ami, le chercheur associé au CAREP, le professeur Abdelhamid Larguech, qui est professeur émérite en histoire, qui va modérer cette séance et présenter notre invité. Merci beaucoup et le floor is yours. Merci, Asma. C'est avec un grand plaisir que je vous présente notre ami, mon ami, Gérard Haddad, un grand psychiatre et psychanalyste et philosophe en même temps. Il est français, mais d'origine tunisienne, comme la plupart des Français ont toujours une origine d'ailleurs, de quelque part d'ailleurs. J'avais la nationalité tunisienne. Oui. À une époque où la double nationalité, la France n'en voulait pas. Et ma femme, qui était italienne, a été obligée de renoncer à sa nationalité italienne pour devenir française. Ça, c'était du temps du général de Gaulle. Il est né en 1940, en pleine guerre, en pleine tension internationale. Il fut un ingénieur agronome, mais il est resté un ingénieur agronome de l'âme humaine, de l'esprit. Il s'est ensuite tourné vers la médecine, la psychiatrie et la psychanalyse, et il est devenu un des premiers disciples de Jacques Lacan. Il a même écrit là-dessus un ouvrage, Comment Lacan m'a adopté. Le jour où Lacan m'a adopté. Le jour. Son œuvre, donc, il a une œuvre immense, riche et féconde, qui se situe à l'intersection de plusieurs domaines. La psychanalyse, notamment lacanienne et freudienne, bien sûr, la philosophie et l'anthropologie religieuse. Il est un grand lecteur de René Girard et de la tradition juive. L'analyse des phénomènes sociaux et politiques qu'il aborde par le prisme des pulsions, des mythes et des structures psychiques. Son parcours personnel montre qu'il est un homme nomade dans la mer et nomade sur les terres. Né dans une famille juive tunisienne, ayant vécu en Argentine et étant un ancien militant sioniste, il informe profondément sa réflexion sur des questions d'identité, de transmission et de violence. Dans la conférence d'aujourd'hui, qu'on intitule « Les ambiguïtés de la fraternité à l'origine de toute violence », dans cette conférence, Gérard Haddad propose une lecture psychanalytique et anthropologique du conflit israélo-palestinien en déplaçant le regard des causes politiques. Nous sommes tous marqués par des causes politiques, structurés, déterminés par les causes politiques. Lui, il nous déplace vers des logiques inconscientes qui sous-tendent ce conflit. La thèse centrale, si je puis m'exprimer ainsi, de cette conférence, c'est le concept de fraternité. Le concept de fraternité n'est pas simplement un idéal pacificateur. Il est, dans sa structure même, ambivalent et potentiellement violent. La relation fraternelle, au sens large, entre pairs ou peuples, se percevant comme semblables, est travaillée par la rivalité mimétique. Ce concept qu'il a emprunté à René Girard, c'est la jalousie et la lutte pour la reconnaissance et l'héritage. Et pour étayer cette thèse, qui date de quelques années, de plusieurs années même, il y a une bibliographie sélective de Gérard Haddad et les principaux ouvrages sur la fraternité, c'est Le péché originel de la psychanalyse,
Lacan et la question juive. Dans la main droite de Dieu, psychanalyse du fanatisme. Manger le livre, rite et parole dans le judaïsme. L'enfant illégitime, source talmudique de la psychanalyse. Donc, on va laisser Gérard présenter sa thèse et on va la discuter après à la lumière de toute la pensée, tous les intellectuels, la production intellectuelle du rationalisme juif, je dirais. Et la parole est à toi, Gérard. Merci Abdelhamid. Et merci vraiment. Je suis très touché par cette invitation que tu as voulu et le CAREP qui nous offre le cadre de ce dialogue. Alors, on dit souvent que nul n'est prophète en son pays. Ben, moi, je suis plus tout à fait d'accord avec ce proverbe, puisque l'endroit où souvent les gens comprennent le mieux mon discours, c'est en Tunisie. Donc, ça prouve que nous allons en reparler, puisqu'au fond, l'essentiel de mes ouvrages sont nés dans une relation, une symbiose avec la Tunisie, sans que je fasse jamais recours au folklore, tout ça. Mais c'est vraiment consubstantiel à ma pensée. Je vais vous le montrer de manière concrète. Alors, cette conférence se tient en un moment particulièrement dramatique de l'histoire humaine. Et ceci pour deux raisons. Il ne faut pas oublier le contexte où nous sommes. D'abord, l'effroyable tragédie que subit une famille de l'humanité. Puisque l'humanité, c'est un grand corps. Et quand il y a un organe qui est frappé, l'ensemble du corps est malade et souffre. Une longue tragédie d'un peuple qui dure depuis un siècle, à peu près, mais qui a connu depuis 2 ans et quelques une acuité. La barbarie a atteint des sommets inimaginables, inimaginables. Il suffit d'avoir vu le document qui est passé il y a quelques jours sur Arte pour s'en rendre compte. Ce sont donc évidemment les Palestiniens, nos frères palestiniens, et nous sommes extrêmement... Nous souffrons avec eux, bien sûr pas comme eux, mais ça, il faut qu'ils sachent qu'il y a à Paris, par exemple, moi je fais partie d'une belle association qui s'appelle l'UJFP, qui milite pour la défense du peuple palestinien, pour l'aider dans la mesure de nos petits moyens. Et d'ailleurs, la vice-présidente, que je remercie de cette association, est ici présente. Mais il y a une seconde tragédie, peut-être qui vous échappe, c'est que cette tragédie, ce drame humain est effectué par un peuple qui occupait une place privilégiée en tant que porteur de valeurs, c'est-à-dire une fraction importante du peuple juif. Nous assistons, c'est ce peuple où sont nés les 10 commandements, par exemple, où on a institué le repos hebdomadaire, etc., enfin des valeurs qui ont structuré l'humanité. Ne croyez pas que l'effondrement moral d'Israël soit une bonne nouvelle. C'est une très mauvaise nouvelle. Et je la mettrai en parallèle d'ailleurs avec l'effondrement du droit international. Les deux me semblent quelque part, il n'y a qu'à voir l'amitié entre l'inqualifiable Premier ministre israélien et cette espèce de... Je ne sais pas quelle est sa structure pathologique, en tout cas il n'est pas très bonne santé, qui dirige la plus grande puissance militaire. Et donc j'essaie de penser à ces problèmes de la place qui est la mienne, c'est-à-dire une place de psychanalyse. Je suis psychanalyste depuis 50 ans, par une espèce d'accident. Un jour, un vendredi soir, je ne sais pas par... Je suis un peu croyant, je dois vous dire, et je crois en particulier à la providence divine. Parce que s'il n'y avait pas la providence divine, un imbécile comme moi, il y a longtemps, qui se serait effondré. Et à chaque fois que j'allais commettre une connerie,
Je ne sais pas ce qui a fait, une main invisible m'a empêché de sombrer là-dedans. Cette main invisible, je l'appelle, vous savez, cette main invisible, Adam Smith en a parlé, etc. Moi, je l'appelle la providence divine. C'est ainsi que ma référence en judaïsme, à savoir Maïmonide, appelait la chose. Cette discipline qui a maintenant plus de 100 ans a radicalement changé ma vie. Et là aussi, son importance de la psychanalyse donc, a été considérable pendant tout le XXe siècle. Elle a attiré l'intérêt des plus grands esprits, des artistes, des écrivains et aussi des scientifiques. Par exemple, Einstein avait une relation d'amitié. Je suis en train de découvrir d'ailleurs ce personnage étonnant qui était Einstein. Avait si vous lisez son autobiographie là, qui a paru il y a quelques jours, autobiographie donc par lui-même, donc vous voyez comment il associe quand même des concepts un peu psychanalytiques à sa pensée purement scientifique. Et d'ailleurs, il y a eu un dialogue un jour entre Freud et Einstein autour de la question pourquoi la guerre. Je ne suis pas convaincu beaucoup par les thèses de Freud à ce sujet. Est-ce que c'est pas parce qu'on a une référence et qu'on a un maître qu'on est obligé d'être à genoux devant lui tout le temps? C'est un guide à penser, mais je pense qu'il est important de garder sa liberté de penser et de porter la critique, même avec respect. Alors, la psychanalyse repose sur un postulat. Toutes les sciences reposent sur des postulats. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Par exemple, la science repose sur des postulats. Par exemple, que la nature n'est pas le chaos, qu'il y a des lois dans la nature. Sinon, on ne peut pas faire de science. Après tout, pourquoi ce ne serait pas le chaos? Le monde, c'est bien le chaos. Hein. Et donc, un des postulats scientifiques, c'est que la nature n'est pas le chaos, elle est donc connaissable par des lois. C'est le but de la physique, ça. Par exemple, zéro est un nombre. C'est un postulat. C'est un postulat que l'on doit à un mathématicien musulman. Comme d'ailleurs l'algèbre. C'est pour ça que ça s'appelle algèbre. Puisque le monsieur qui a fait ça, Al-Khwarizmi, en Asie centrale, a écrit un livre qui s'appelle Al-Jabr. Et les scientifiques ne sont pas racistes. Ils ont donné en hommage à Al-Khwarizmi, ils ont appelé les algorithmes, c'est Al-Khwarizm. C'est un hommage à ce grand savant qui a vécu du côté de Khiva, là-bas, en Ouzbékistan actuel. Peu importe. Donc, le postulat de la psychanalyse, c'est qu'il y a un inconscient. Nous avons un inconscient. Vous, moi, nous tous, nous avons un inconscient et c'est une chance. Cet inconscient, c'est un savoir immense auquel nous n'accédons pas directement, mais qui se manifeste dans des manifestations particulières comme le rêve, l'interprétation des rêves de Freud est le livre, on peut dire, fondateur de la psychanalyse. Freud a eu cette idée, il a découvert très vite qu'il y avait chez l'enfant une sexualité infantile. La sexualité, c'est par exemple le plaisir qu'on a à téter sa mère, la pulsion orale, plusieurs. Elle a défini ainsi un certain nombre de pulsions. Le mot sexualité prend un sens plus large que la relation génitale de l'adulte. Et il va organiser ses premières découvertes autour d'un concept majeur qu'il a appelé le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire le désir incestueux que l'on éprouverait ou que l'on éprouve dans les premiers âges de la vie pour le parent du sexe opposé. Complexe d'Oedipe, pourquoi pas? Sauf que Freud va ajouter cette phrase en disant le complexe d'Oedipe, celui qui ne croit pas au complexe d'Oedipe, qui n'adhère pas à ce concept, il n'est pas psychanalyste. Il a appelé ça le chibolette de la psychanalyse. Chibolette. Alors, ce qui est marrant, moi j'ai travaillé sur cette question du chibolette. C'est une référence à un passage du livre des Juges dans la Bible, où il y avait deux tribus sœurs, descendants du même patriarche, à savoir Joseph, qui se sont faites la guerre.
Et le général de la partie Manasseh, je crois que c'est Jephthé, comme il ne pouvait pas combattre tout seul contre Éphraïm, l'autre tribu sœur, il a dit, voilà, vous mettez au point stratégique, et si quelqu'un passe, vous lui demandez, dites Chibolette. S'il dit Chibolette, c'est bon. S'il dit Cibolette, il n'est pas de chez nous, on lui coupe la tête. C'est un peu nous, les Juifs de Tunisie, par exemple, on disait le che, on disait shrana. Les Arabes musulmans, ils disaient srana. On distinguait comme ça. Et on y tenait, hein, c'était vraiment, on y tenait absolument. On pouvait très bien dire srana, hein. Ben non, ça permettait de garder une certaine distance, sinon on disparaissait, notre identité disparaissait. Alors, est-ce que, donc, il a voulu faire de ce complexe d'Oedipe, qui est très important, dans le cadre de la structuration subjective de chacun de nous, il a voulu, parce que la science pousse toujours à généraliser les choses. En ce moment, je suis fasciné par cet homme qui s'appelait Einstein, qui a commencé sa vie dans une espèce de difficulté, n'est-ce pas, qui était simplement fonctionnaire dans un bureau je sais pas où, à Berne, je crois, en Suisse, où il devait vérifier les brevets, enfin, bref. Et les week-ends et le soir, il a inventé la relativité réduite, par exemple, ou bien il a découvert les atomes qu'on ne connaissait pas encore, contrairement à ce qu'on pense. Il a découvert que la lumière était faite de particules, ce qu'on appellera plus tard les photons, pendant qu'il travaillait sur les brevets. Bon. Mais une fois qu'il a découvert la relativité restreinte, il a voulu la généraliser parce qu'elle n'intégrait pas un certain nombre de choses, en particulier la gravitation de Newton. Donc, il va faire la relativité générale qui inclut, qui n'est plus liée simplement au mouvement uniforme et linéaire, pour ceux que ça pourrait intéresser. Et bien, Freud, un peu dans le même sens, une fois qu'il a découvert son complexe d'Oedipe, il a voulu le généraliser. Et ça va être la grande œuvre de la deuxième moitié de sa vie. Il va dire qu'à l'origine de l'humanité, à l'origine de chaque groupe humain, il y avait un homme, un père primitif, qui avait des fils qu'il maltraitait, il les éjectait là-bas dans la forêt, ou je ne sais pas où. Ses frères se sont réunis et ils ont tué leur père et ils l'ont mangé. Voilà. C'est la théorie du parricide, qui est une généralisation du complexe d'Oedipe. Et il a écrit un livre qu'il aimait beaucoup, qui s'appelle Totem et Tabou. Et ce père qu'on a tué, après coup, on a regretté, une espèce de remords. On va dire, bon, papa, il disait pas ça comme ça, admettons. Ce qu'il voulait, c'est qu'on ne touche pas aux femmes de la famille, donc l'interdit de l'inceste, les êtres humains vont l'accepter. C'est l'interdit universel, malgré toutes les transgressions, hélas, qui se font et qui ont des conséquences pathologiques extrêmement importantes. Et donc, ils vont choisir un substitut à ce père qui va appeler un totem. Par exemple, ça sera je sais pas moi, le mouton serait le totem d'un groupe donné. Et une fois par an, on fait un grand méchoui, on tue le totem, et on se répartit, on mange, et on répartit ça en petits bouts, etc. Cette doctrine qui est inspirée par les travaux de l'époque, en particulier d'un certain ethnologue de grande dimension, c'est pas parce qu'on critique quelque chose qu'on l'annule. La vie intellectuelle, c'est la critique mutuelle, dans le respect l'un de l'autre, n'est-ce pas? Parce que souvent, on dit vous critiquez quelqu'un, c'est comme si vous l'insultez, vous l'avez détruit. Tout ce que je dis, moi, comme critique de Freud, est soutenu par le respect immense que j'ai de son œuvre, qu'on soit d'accord là-dessus. Par exemple, je prends toujours l'exemple d'Einstein, un de ses meilleurs élèves, un de ses plus grands physiciens de l'époque, s'appelle Niels Bohr. Bon, Niels Bohr a été, à la fin, il y a toute une polémique confrontation d'idées entre Niels Bohr et Einstein. Ça ne veut pas dire que Niels Bohr disait qu'Einstein, il va montrer qu'Einstein s'est trompé sur un point donné. Bon, on ne va pas rentrer là-dedans, j'en suis bien incapable. Il n'empêche que l'admiration que Niels Bohr avait pour Einstein était considérable, à tel point qu'à sa mort, il va rassembler tout ce qu'il y avait comme physicien de premier plan pour faire une espèce
de mausolée à Einstein sous forme d'un livre. Bref. Ça, c'est une idée importante. La vie intellectuelle est une vie, on pense contre l'autre. On pense dans une espèce de confrontation et on verra à la fin qui a raison, dans le respect et dans l'estime mutuelle. Ça, c'est une notion qui est difficile à faire admettre souvent. Et c'est pour ça peut-être que certaines... Alors, c'est la première entorse que j'ai fait à Freud. Et c'est pour ça que j'ai dit c'est né de la Tunisie, quoi. À l'époque, j'étais en analyse avec Lacan et je préparais mon diplôme de psychiatrie. Toute cette histoire de totémisme de Fraser et Robertson Smith et toute cette équipe de l'époque, nous savons aujourd'hui que c'est fini, c'est faux, c'est pas bon. Et Monsieur Claude Lévi-Strauss a écrit un petit livre, il s'appelle Le totémisme aujourd'hui, où il dit le totémisme, c'est fini. On y croit, ça n'a pas été vérifié. Le repas totémique, personne n'a vu un repas totémique. Sauf que M. Robertson Smith, il aurait vu une troupe de bédouins qui aurait mangé un chameau, enfin bref, chose négligeable. Mais moi, tunisien, petit juif tunisien, ça me disait quelque chose. Que ces grands hommes, quand ils se trompent, il faut faire attention. Dans leur erreur, il peut y avoir une vérité cachée. Ben, je me dis, disons, le repas totémique, moi je connais ça quand même. C'est pas totémique, mais il y a un repas comme ça qu'on faisait tous les ans, chez moi, à Tunis, qu'on appelait le Seder de Rosh Hashanah. Et dans ce truc-là, on mangeait plein de trucs bizarres. On mangeait de l'ail, on mangeait des dattes, on mangeait des poireaux, enfin, bref, toute une série d'aliments qui variaient d'ailleurs d'une région à l'autre. Dans certaines régions, ils mangeaient de la carotte, dans d'autres régions. Bon, bref, peu importe. Je me demande, mais pourquoi on fait ça? Ah, c'est des symboles. Mais symboles de quoi? En vérité, j'ai fini par déchiffrer cela et je me suis aperçu que ces aliments qu'on mangeait n'avaient aucune importance. Ce qui avait de l'importance, c'était le nom de l'aliment. Prends un exemple, on mange de l'ail dans ce truc. Ma mère faisait des beignets d'ail parce qu'il y en avait qui n'aimaient pas l'ail, il y en avait qui aimaient... Bref. Et alors, en mangeant l'ail, on disait chez Tammo Evenu, parce que l'ail, c'est taum en arabe. Et on utilisait l'arabe en hébreu. C'est bizarre, parce qu'en hébreu, on ne dit pas taum, on dit choum. Bref. Vous voyez un peu cette osmose qu'il y a entre la civilisation musulmane et et la culture juive, qui est extrêmement importante. On pourrait faire un séminaire entier là-dessus, sur les rapports de Maïmonide et de la philosophie arabe, c'est un univers entier. Bon, bref. Alors, vous n'aimez pas l'ail, qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez l'ail, vous mettez des dates. Pourquoi des dates? Parce que la date, c'est tmar. Tmar, tam, il y a le mot tam, il y a le phonème tam. Et donc, je me suis aperçu, je vais raccourcir, parce que ça se répète, hein, c'est pas un seul un exemple unique, il n'a pas beaucoup de valeur, mais il y en a plusieurs, quatre ou cinq. Je vais arriver à postuler que ce que l'on mange dans cette cérémonie, dans ce repas totémique des Juifs tunisiens, si vous voulez, c'était des mots, c'était de l'écriture. On mangeait de l'écriture. Il se trouve que dans la Bible, il y a un passage où justement un des prophètes qui s'appelait Ézéchiel, Dieu arrive, enfin un ange arrive, il a un petit bouquin à la main, il lui dit allez, ouvre ta bouche et mange le livre. Et il va manger le livre. Et donc je vais faire une nouvelle théorie, si vous voulez, où je dis l'origine d'un groupe humain, d'une religion, c'est pas le meurtre du père, c'est pas un parricide, c'est l'apparition d'un nouveau discours, c'est l'apparition d'un nouveau livre, d'un nouveau discours. Par exemple, l'islam est apparu parce qu'il y a le Coran. S'il n'y a pas de Coran, il n'y aurait plus d'islam. S'il n'y avait pas de Torah, de Talmud, il n'y aurait pas de... S'il n'y avait pas les évangiles, il n'y aurait pas de christianisme. Et en plus, on le mange. Moi, quand j'ai fait mon premier cours d'hébreu, j'allais au Koteb à Tunis, à la leçon, le rabbin, il a pris un œuf et il a écrit dessus avec son crayon, je sais pas quoi. Il m'a dit, allez, où la bouche là? Et boum, et j'ai mangé. Donc, l'opération de manger de l'écriture est très répandue dans le monde, au moins dans le monde sémitique. Je peux vous donner des exemples, même antérieurs au monothéisme. J'ai vu ça au musée de Naples, comment il y avait une statue guérisseuse qui était couverte de hiéroglyphes.
Et alors, on verse de l'eau sur la tête, l'eau dégringole, on prend cette eau et on fait boire aux malades. J'ai pu observer également au Sénégal, dans une espèce de clinique traditionnelle, comment un jeune malade musulman arrivait dans cette espèce de clinique, si on peut dire, dans une case spéciale du marabout, et le marabout prenait une feuille de papier et il écrivait dessus, je ne sais pas quoi, probablement des versets du Coran, il mettait ça dans l'eau, touk, 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 il effaçait tout ça, et hop, et le gosse buvait. Et puis en plus, il massait avec ça, enfin bref. J'ai cru que c'était propre aux Sénégalais. Et quand je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique à Paris, j'ai interrogé mes malades. Ils avaient tous une bouteille que l'imam du coin avait fabriquée avec. Ils prenaient leurs médicaments officiels, genre l'Aldol, mais ils buvaient l'eau avec de l'écriture dedans. Donc, ce phénomène de manger de l'écriture est fondateur. J'espère que vous me suivez. Et c'est quand même une mise en question de la doctrine de Freud, du parricide fondateur d'un groupe donné. Alors, tout ça est dû à un souvenir d'enfance. Alors, cette histoire Freud a été très loin avec cette histoire. Il disait, donc c'est le chibolet. Alors imaginez que, en disant cette phrase, le parricide et le chibolet de la psychanalyse, il tuait la psychanalyse comme science. Imaginez que Newton, il dise, la gravitation universelle, eh ben c'est le chibolette de la physique. Terminé, quoi. Einstein ne pouvait pas naître, et même pas Maxwell n'aurait pas pu naître, et tous les grands noms de la physique contemporaine, et Planck et tout le reste. Donc actuellement, moi, je remets en question cette thèse sur la scientificité de la psychanalyse. Thèse très importante. Il y a un grand épistémologue qui a marqué quand même l'histoire des sciences du XXe siècle, qui s'appelait Karl Popper. Karl Popper, c'est quelqu'un, je ne sais pas si on peut rentrer là-dedans, mais bon, Karl Popper a pris trois choses. Le marxisme, la psychanalyse et la relativité. Ces trois choses dont on n'a aucune preuve concrète. Il ne faut pas croire que la relativité, c'est une construction d'esprit de ce monsieur, ce jeune homme qui s'appelait Einstein. On peut, par contre, la réfuter. On peut construire un truc qui la réfute. D'accord? Il dit, le marxisme c'est formidable le marxisme. Ces analyses, et en plus en 1900 et quelques, il y avait la Russie communiste, il y avait des partis communistes très puissants dans le monde entier, etc. Il dit, vous voyez, cette discipline, je ne dis pas que le marxisme, il y a un savoir précieux dans le marxisme. Pas moi qui vais dire que le marxisme, c'est vide, dit Karl Popper. De la même façon, il dira, je ne dirais pas que la psychanalyse, c'est formidable. Ça nous dit des choses très importantes. Mais ce n'est pas une science. Parce qu'on ne peut pas la réfuter. On ne peut pas faire une expérience qui réfuterait l'Oedipe, par exemple. D'accord? Or, moi, avec mes travaux récents et modestes, vous avez vu un peu le type que vous avez en face de vous, hein, il ne paye pas de mine. J'ai construit une réfutation de la doctrine du complexe d'Oedipe. C'est quoi? Les choses sont venues très lentement. Il ne faut pas croire que je dis, ah, ça serait bien que je réfute. Non. L'observation des choses m'a conduit à cela. Et toujours dans cette étrange relation que j'ai avec ce pays, ce drôle de pays qui s'appelle la Tunisie. Vous n'avez pas idée, ce pays très mystérieux, vous savez. Il n'y a qu'une personne. Il n'y a que les Tunisiens qui ne savent pas que c'est un pays mystérieux, qu'il y a une espèce d'onde spéciale dans ce pays. Bon, ben bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Quand on est en dehors, là, on s'en aperçoit. Mais dès qu'on est dedans, on ne s'aperçoit pas. Il y a un jour, un type qui s'appelait Hamad Irdissi et une amie qui s'appelait La Wardi m'invite à participer à un colloque qui s'appelait Sur le fanatisme. Bon, moi, je dis, moi, le fanatisme. J'ai quand même été. Ce colloque a eu lieu à Tunis, sur les berges du lac, dans un hôtel, a complètement changé ma vie. Vous avez votre vie qui bascule des fois, un changement, on ne sait pas d'où ça vient, ça vous tombe dessus à l'improviste.
Ce que je me suis... Après coup, moi, j'ai fait une communication à ce colloque qui valait rien. Je tiens à vous dire. Par contre, j'ai écrit un livre par la suite qui vaut quelque chose. Après le colloque, je me suis dit, mais quand même, la question du fanatisme, c'est peut-être la plus grande question des sciences humaines. Le fanatisme a démoli l'humanité. C'est un des plus grands fléaux de la sociologie qu'est le fanatisme. Alors, quand vous dites fanatisme, tout de suite, là, si vous êtes Retailleau, par exemple, je prends un nom au hasard. Vous allez dire, c'est la religion, l'islam, par exemple. Sauf que quand vous examinez l'histoire du XXe siècle, vous apercevez que non, les fanatismes les plus meurtriers n'ont pas été religieux, ils ont été même anti-religieux. Le plus grave des fanatismes, c'est le fanatisme nationaliste. Le second, j'appellerais le fanatisme idéologique. Le troisième, le fanatisme religieux. J'en ai trouvé 4. Là, je ne les ai plus en tête. Le fanatisme religieux n'est qu'un aspect, et d'ailleurs souvent, prenons le cas du fanatisme islamique, qui fait tellement couler d'encre, bien souvent c'est du fanatisme nationaliste. Le grand malheur du monde musulman et du monde juif aussi, c'est le fanatisme nationaliste. On me demande souvent pourquoi tu as quitté la Tunisie que tu aimes tellement. C'est à cause du choc entre deux fanatismes, le fanatisme sioniste et le fanatisme national arabe, nassérien en gros, quoi, pour un petit peu situer. Sinon, je serais encore, moi j'avais l'intention de passer ma vie dans ce pays. Donc, cette question du fanatisme a petit à petit poussé à... Bon, je me suis interrogé, par exemple, nous avions eu en France, j'avais écrit avant les attentats qui avaient eu lieu, là, le Charlie, tout ça, et puis, sans compter le Bataclan et tout le bazar. Et j'ai été frappé par le fait que la plupart des terroristes étaient des frères. Les frères Kouachi. Si vous remontez en arrière, les attentats du 11 septembre, c'était la même famille. C'était des cousins, c'était des frères. Ils étaient nombreux là, je ne sais pas combien ils étaient, 8, 10. Les attentats de Paris, là, et les frères Abdeslam. Il y avait aussi des attentats horribles qui sont passés au Sri Lanka, un jour de la Pâque, là-bas. Curieusement, c'était aussi des frères. Je me suis posé la question, pourquoi toujours des frères? Je ne suis pas le seul à me la poser, mais elle a été posée par beaucoup de gens. Sauf que moi, j'apporte une réponse. Et cette réponse, elle n'est pas de moi, elle est de Freud lui-même. Freud était un immense génie, hein, il faut quand même bien se mettre ça dans la tête. Il a écrit un jour, il était vieux et malade, il avait en 1936, il avait un grand ami qui était Thomas Mann, grand écrivain, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle Joseph et ses frères. Et il amène le livre à Freud. Il va lui rendre visite à Vienne, Freud était très malade. Et il lui donne, c'était probablement le tome 2. Moi, je l'ai lu, ce livre, Les Jeunes Joseph, c'est un très joli livre. Moi, j'aime pas trop Thomas Mann, c'est souvent, c'est un peu comme de la mlouchia, c'est un peu lourd, quoi. Il faut, et puis ça n'en finit pas. La montagne magique, il faut passer, je sais pas combien de temps pour le lire, bon, bref. Et il écrit à Thomas Mann une lettre qui me paraît extrêmement fondamentale et que je reprends dans mon travail. Dans cette lettre, il dit cher Thomas, est-ce que vous me permettrez, je ne sais pas si je tutoyer ou si vous voyez, il faut que je vous parle d'une spéculation que j'ai dans la tête concernant Napoléon. Ça intéressait beaucoup Napoléon, Freud. Napoléon avait un frère qui s'appelait Joseph. C'est fou l'importance de Joseph dans tous ces problèmes. Moi, quand j'ai été invité à Tunis un jour, on m'a demandé de faire un discours de clôture du congrès des psychiatres tunisiens. Je ne sais pas pourquoi, je leur ai parlé de Joseph. C'est un personnage qui, dans le Coran, on lui accorde une place énorme. Dans la Torah, on lui accorde une place énorme. Personnage clé, comme dirait Édouard Saïd, c'est quelqu'un qui inclut en lui l'étranger. Il est à la fois ceci et cela en même temps. Il était hébreu et égyptien. Bon, comme Moïse d'ailleurs.
Et donc, il lui dit, Napoléon, il avait une haine de ce frère aîné, qui s'appelait Joseph, atroce. Et cette haine, les frères qui se haïssent, ils finissent. Parce qu'on peut, comment ton frère, tu le détestes, mais c'est ton frère. Alors, sous la pression de tout ce que vous voulez, du surmoi de la société, des valeurs et tout ça, ça va entraîner une espèce de métamorphose, de switch, comme on dirait aujourd'hui. Et cette haine infinie devient un amour infini. Il va adorer ce frère, Joseph, à tel point que lorsqu'il va avoir envie, la seule femme qu'il aura aimée dans sa vie, elle s'appelait comment? Joséphine. Joséphine. Et la première guerre qu'il fait, c'est où? C'est en Égypte. Pourquoi l'Égypte? C'est le pays de Joseph. Et il le dit lui-même, hein, Freud dit c'était un crétin, ce Joseph. Mais Napoléon lui pardonnait tout. Et par exemple, et même à Joséphine. Joséphine se permettait de tromper l'empereur facilement. Il le savait. Et bien, c'était pas un mari jaloux. Bon, elle m'a trompé, c'est Joséphine. Et ce qui est marrant, c'est la fin de la lettre, où il dit, alors on pourrait dire que cette haine initiale du frère, devenue amour, c'est la solution, hein. Nous, les frères qui s'entretuons, eh ben, ça va devenir d'amour. Est-ce que ça détruit, c'est fini avec la haine initiale a disparu? Eh ben, il dit non. Et c'est ça le coup de génie, quoi. Cette haine, il l'a déplacée sur les peuples d'Europe. Et c'est le moteur des guerres napoléoniennes, c'est la haine initiale de son frère. S'il avait tué son frère, admettons, il était dans un escalier, il pousse Joseph dans l'escalier, il le tue. D'accord? Ça c'est Freud, hein. Il aurait économisé à l'humanité, à l'Europe, des centaines de milliers de morts. Et moi, je me permets de faire une généralisation de ce texte de Freud en disant toutes les guerres sont fraternelles. Et ce n'est pas le seul texte de Freud où il est fasciné par la question fraternelle. C'est ça qui est marrant avec Freud. Il avait découvert tout ça. Finalement, vous savez, c'est comme dans des fois dans des espèces d'images spéciales, on dit trouver je sais pas quoi moi, la fleur ou le chapeau qui est caché dans le tableau global. Moi, je me suis permis, j'ai découvert que chez Freud, il y a plusieurs endroits où il est fasciné par la question de la rivalité fraternelle. Par exemple, il a écrit un livre sur Goethe. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, il a écrit un livre qui s'appelle Poésie et vérité, qui est l'autobiographie de Goethe, dans lequel Goethe, par la fenêtre, il jette des assiettes. Je suis un psychanalyste du quartier latin, comme sont souvent mes collègues. Qu'est-ce que c'est que ces assiettes qu'on jette par la fenêtre? C'est son père, c'est son Oedipe, symbolisé par les assiettes. Eh ben, mais Freud, c'est pas un psychanalyste du quartier latin, c'est Freud. Il dit non, non, non. C'est ses frères. Il tue ses frères symboliquement à travers les assiettes. Donc vous voyez, la question qui se pose, pourquoi cet homme qui avait vu, pourquoi il n'en a pas fait quelque chose? Et chaque fois que quelqu'un s'approchait de ce même terrain, il était exclu. C'était le cas de Adler, ça sera le cas d'un psychanalyste que j'aime beaucoup, qui s'appelait Otto Rank, qui va être pendant 20 ans le collaborateur le plus étroit de Sigmund. Et en 1923, il va être chassé de la psychanalyse parce qu'après son livre assez génial, je dois dire, qui s'appelle Le traumatisme de la naissance. Alors, donc, moi j'ai pris je me suis dit, je suis un lecteur quand même de la Bible. Pour moi, la Bible est un livre très important. Je suis né là-dedans et probablement, moi, ça me passionne. Lacan aussi d'ailleurs. La Bible s'ouvre, chapitre 4, par une histoire. Les premiers hommes qui soient nés, Adam, c'est pas un premier homme, c'est de la boue que Dieu a pris, il a soufflé dans les narines, voilà. Bon, c'est spécial, c'est Frankenstein, Adam. Et puis on lui a pris une côte, là, bon, Ève, elle était peut-être sexy, mais enfin, elle était spéciale.
Le premier homme qui naît par voie génitale, il s'appelait Caïn. C'est le premier homme. Le vrai homme, c'est lui, le premier. Et puis il va avoir un petit frère, Abel. Le premier acte du premier homme, c'est de tuer son frère. Et moi, je lis la Bible non pas comme une histoire vraie, hein. C'est pas une histoire vraie. Nous avons dans le génie un maître qui s'appelait Maïmonide, qui a dit tout celui qui croit que les histoires de la Bible sont des histoires vraies, il est débile. Je suis couvert, moi, là. Ce sont des façons de vous présenter un problème. Il faut lire la Bible d'une manière allégorique. Donc, il ne faut pas se dire, ouais, pourquoi gna gna gna, il y a des gens qui cherchent midi à 14 heures. C'est vous dire, voilà, à l'origine de l'humanité, ce qu'il y a, il y a un drame, et ce n'est pas un parricide, c'est un fratricide. D'ailleurs, ce brave Caïn, il va avoir des descendants. Il y en a un qui va, lui-même d'ailleurs, va construire une ville. Il y en a un autre, Tubal-Caïn, il découvre la forge, la technique. Et un troisième, je ne sais plus comment il s'appelait, Yuval, je crois, il invente la musique. Donc si vous associez musique, technique et ville, cité, c'est la civilisation humaine. Du fratricide de Caïn et Abel va naître la civilisation. Maintenant, bon, la Bible, écoutez, il y en a marre, hein, vous avec vos histoires de Bible. Prenons une autre civilisation, prenons les Romains. La fondation de Rome, qu'est-ce que c'est? C'est Romulus qui tue Rémus. Ah oui, mais les Romains, je ne veux pas entendre parler. Eh bien, prenons les Grecs. Dans la civilisation grecque, vous avez le grand mythe fondateur qu'on appelle les Atrides, d'où va Agamemnon et Ménélas et la guerre de Troie, tout ce que vous voulez, hein. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Atrides. Moi, j'ai découvert il y a 2 ou 3 ans. C'est une histoire à vous glacer le sang, hein. Jusqu'où la barbarie humaine peut aller. Vous la connaissez? Vous voulez que je vous la raconte? Je vous la raconte. Donc, il y avait ils étaient 3 frères. Il y avait Atrée, Thiès et un autre frère, dont je ne me rappelle pas du nom. Les 2 premiers frères, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent d'accord, ils tuent leur frère. Pour commencer, pour se mettre bien à l'aise, ils tuent leur frère. Atrée est marié et son frère Thiès. Ils se disputent la royauté de leur ville, je ne sais pas laquelle c'est, je crois. La chose bizarre, c'est que la femme d'Atrée, elle trompe son mari avec son frère, avec Thiès. Quelles mœurs ils avaient ces gens-là à l'époque. Bref, la femme d'Atrée s'arrange pour que son amant devienne le roi à la place de son mari. Bref, sauf que Atrée est quand même assez malin, il réussit à prendre le pouvoir. Et il découvre que sa femme le trompait avec son frère. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit à son frère, bon écoute, on va pas se fâcher, hein, entre nous quand même, on est des frères. On va se réconcilier. Écoute, à ce propos, je t'invite, je vais te faire un grand ragoût magnifique, un grand repas. Mais avant ça, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait piqué les enfants de Thiès, il les a découpés en petits morceaux, et il a fait un ragoût avec ça. Et Thiès, il mange. Ah, c'est bon, hein? C'est pas mauvais, hein? Ah ouais, c'est délicieux, c'est tendre. Eh bien, c'est tes enfants que tu as mangé. Vous vous rendez compte, ça c'est le mythe d'Atrée et Thiès. Alors, le Thiès, évidemment, j'imagine le choc que ça a dû être. Il va voir comment on appelle ça, l'oracle. Alors, l'oracle, qu'est-ce que je fais? Il faut que je veux me venger. Il dit, c'est facile, tu prends ta fille, tu couches avec elle, elle va te faire un gosse, avec ce gosse, il va te tuer. Voilà les mythes grecs. Tout repose sur des fratricides. Donc, ce complexe de Caïn, je ne suis pas le premier à employer l'expression, d'ailleurs, c'est un psychanalyste à l'époque qui s'appelait Zondi, psychanalyste hongrois, qui a été d'abord à un moment donné assez proche de Freud, puis ils se sont brouillés, bref. Il a fait un article qui s'appelle Le complexe de Caïn. Assez loin de ce que je raconte, mais enfin quand même, j'ai repris son expression. Donc, la question que je veux, vous savez, même si c'est pas de la science tout ça, une question appelle une autre. Pourquoi et là c'est quand même quelque chose, je crois, d'original, totalement. Pourquoi
a-t-on la haine de son frère ou de sa sœur? La sœur est incluse là-dedans. Bien qu'avec les femmes, c'est un peu différent, hein. Toujours, avec les femmes, c'est toujours un peu différent. J'ai fait un chapitre, parce que j'ai un livre qui va paraître en septembre, en principe, qui s'appellera, c'est souvent les éditeurs qui nous les collent, ça s'appellera Pour une nouvelle psychanalyse. Pourquoi? D'où ça sort cette haine qui n'est pas évidente? Elle est très, très. Je pense que la raison pour laquelle Freud ne voulait pas trop en parler, c'est parce qu'il savait que c'était trop violent. Bon, c'est une hypothèse. Pourquoi a-t-on la haine du frère? Alors, autre réfutation partielle que je fais aussi, c'est à propos de Lacan. Le premier texte que j'ai connu de Lacan, il s'appelle Le stade du miroir. Pour ceux qui ont fait un peu de psycho, là, ils savent, connaissent ce truc. Le bébé, devant le miroir, découvrant son image, il jubile. C'est le mot de Lacan, il jubile. Ah, ah, qu'est-ce que je suis beau, hein. Maman est à côté de moi, elle m'a dans les bras. C'est toi. Bon, fameuse jubilation de l'enfant devant le miroir. Celui qui a inventé ça, le premier, d'ailleurs, c'était pas Lacan, c'était un grand professeur de psychologie qui s'appelait Vallon, qui était communiste, tout ça, enfin, bref, toute une histoire. Eh bien, moi, je dis que non. Je dis que si le gosse jubile, c'est parce que maman est là à côté, elle le rassure. Elle dit, t'inquiète pas, chérie, c'est toi ça. Bon. En vérité, ce que l'on voit dans le miroir, c'est qui ça? C'est l'angoisse. Il y en a un autre qui est comme moi, du double. Cet Autorangue dont je vous ai parlé tout à l'heure a écrit un livre qui s'appelle Le Double, dans lequel il fait l'analyse de toute la littérature romantique du 19e siècle, qu'elle soit allemande, qu'elle soit française, russe. Le grand Dostoïevski a écrit un livre avant d'aller d'être déporté. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Double, un roman que vous avez peut-être lu et que si vous n'avez pas lu, c'est quand même un très bon roman. Bon, bref, ça s'appelle Le Double. Toute cette histoire que je vous raconte est née chez moi d'un rêve que j'ai fait dans ma psychanalyse. Parce qu'il faut que les choses partent de vous. La force de la psychanalyse, c'est pas de parler de choses abstraites. C'est pour ça que nous, les analystes, normalement, on se soumet à une analyse particulièrement approfondie. Ce qu'on appelle, Lacan n'aimait pas ce mot, mais bon, disons didactique, qui peut durer, moi, elle a duré 12 ans. Mais Lacan, il est mort. Peut-être que j'y serai encore, je ne sais pas. Ce rêve, c'est quoi? Dans ce rêve, il y a mon père, un frère, mon frère, enfin, bon, parce que c'était celui plus proche de moi, là, et mon double. Et je suis pris d'une angoisse folle. La rencontre du double provoque en vous une peur terrible. Et je dis d'ailleurs dans ce rêve, je dis à mon père qui est là, je lui dis, c'est un rêve, hein, c'est pas la réalité, mais c'est quand même. Je lui dis, empêche-moi de le voir, sinon je vais devenir fou. Cette terreur de la folie nous habite. Si j'ai fait psychiatrie à 30 ans et pas à 18, c'est parce que j'étais terrorisé par la folie. Et je lui dis à mon père, protège-moi, je ne veux pas le voir, sinon je deviendrai fou. Et mon père me dit, pas question, c'est aussi mon fils. Quoi? C'est ton fils, donc c'est mon frère. Donc le rapport du frère au double, et ça, moi, tout à l'heure, tu en as un peu à rajouter sur mon rapport à Girard, non. Mais bon, j'ai beaucoup aimé son livre qui s'appelle La violence et le sacré. Et dans ce livre, Girard note cette angoisse du double. Plus vous vous ressemblez, plus ça vous inquiète. La paix vient de la différence, contrairement à ce qu'on croit aujourd'hui. Si on supprimait toutes les différences, ce serait génial, non? Eh bien non, ce serait le chaos. Pour ça que nous, à Tunis, on disait Shrana quand notre voisin qu'on aimait bien, il disait Shrana, parce qu'on veut pas, on veut être différent. Et que c'est cette différence qui permet le dialogue, qui permet l'amitié, qui permet l'échange. Bon. Et donc, c'est de cette angoisse du double
qu'est née cette menace. Le frère est pareil comme la menace du double. Et comment se protège-t-on contre une menace? En l'éliminant. D'où le fratricide. Voilà en gros mon schéma. Bon, quand vous lirez mon livre au mois de septembre, vous verrez les détails. Mais pour l'instant, on va rester là pour en venir un peu quand même aux politiques. Quand l'affaire de Gaza a commencé, tout de suite, j'ai été comme, je sais pas comment dire, malade mentalement. Heureusement qu'il y a l'UJFP, franchement, c'est mes thérapeutes. Quand j'ai su l'existence, qu'il y avait d'autres personnes qui pensaient comme moi, des juifs comme moi, qui pensaient aussi que c'est une barbarie insupportable. Vous pouvez pas savoir le bien que ça m'a fait. Du coup, je les aime. Bon, faut pas que je leur dise. Parce que je me sentais plus très seul. Dans le conflit, toutes les guerres, la thèse que je défends. Alors, moi, j'ai tout de suite. Bon, pourquoi j'ai été. Il se trouve que malheureusement, beaucoup de mes collègues psychanalystes, en particulier un groupe qui porte le nom de Chibolette, qu'il faut éviter comme la peste, tous ces gens-là ont basculé dans, je sais pas dans quoi, dans le fascisme. Alors quelqu'un m'a dit, c'est le crime, comment il s'appelle? Ben Smaïl, m'a dit comment ça se fait que tu te distingues par rapport à tes collègues? Parce que j'ai analysé mon rapport aux frères dans mes travaux. Si je reste dans le deep, Chibolette, deep c'est Chibolette, je risque, de déboucher sur le. On pourrait faire un diagramme de tout ça. Moi, j'aime bien faire des diagrammes, des algorithmes. La guerre israélo-palestinienne est une guerre de frères. C'est pas la religion, c'est une guerre de frères. Laissons tomber ce problème qui est trop vif pour nous, qui nous touche de trop près. Prenons un cas un peu plus éloigné. La guerre russo-ukrainienne. Moi, je sais pas, il y a 4 ans, 5 ans, moi, je suis assez mélomane. Par exemple, j'aime beaucoup le violon. Nathan Milstein, vous connaissez Nathan Milstein? C'est un des plus grands violonistes du XXe siècle. C'est un Russe. Ah bon? C'est un Russe. Comment il s'appelait son copain qui joue au piano, là? Hein? Non, pas Robinson. Il jouait pas avec lui. Un autre, ils ont voyagé ensemble, ils ont joué souvent ensemble, qui a été après à Moscou donner un grand concert après la chute du mur. Merde, son nom m'échappe. C'est un Russe, c'est un pianiste russe. Mais oui, eh ben non. On découvre maintenant qu'il n'est pas russe. Il est mort, hein. Et comme Nathan Milstein aussi. Il y a toute une littérature, la culture russo-ukrainienne. D'ailleurs, la Russie a commencé par un noyau à Kiev, qu'on appelle le Rousse de Kiev. Ce peuple assez étrange quand même, qu'on appelle les Vikings, qui ont fait un noyau là-bas, d'où est partie la Russie. Entre les Russes et les Ukrainiens, il n'y a rien de plus proche. Et plus vous êtes proche, plus la guerre sera gravissime. Nous avons un mythe grec quand même très important, c'est le mythe d'Oedipe. Je reviens à Oedipe, mais pas au niveau parricide. Qu'est-ce qui s'est passé après la mort d'Oedipe? Ses deux fils, Éthéocle et Polynice, s'entretuent. Les deux meurent mutuellement, un double suicide. C'est cet algorithme, Éthéocle et Polynice, c'est l'algorithme d'Israël-Palestine aujourd'hui. C'est un double suicide auquel on assiste. Le judaïsme, le peuple juif se détruit dans cette guerre. Les Palestiniens sont en train d'être exterminés à Gaza. La guerre Ukraine, machin. Quand on est très proche l'un de l'autre comme ça, on a le phénomène du double, le fantasme du double qui est là et qui nous pousse à l'extermination. On ne fait pas d'accord avec son double. On ne peut que l'éliminer. Je vous signale, vous savez, les romanciers sont souvent nous précèdent. Je vous cite le cas d'un romancier que vous connaissez peut-être pas,
que moi-même je ne connaissais pas il y a 2 ou 3 ans, mais quand on fait une recherche honnête, je ne sais pas d'où ça vous tombe, ça vous vient tout seul, un écrivain portugais qui s'appelait José Saramago. Peut-être le connaissez-vous. Un de ses livres est devenu un film. Je l'ai vu le film et j'ai lu le livre. Je vous conseille de lire plutôt le livre. C'est bien plus intéressant, comme c'est souvent le cas d'ailleurs, où l'on voit comment ce personnage, je ne me rappelle plus de son nom, il découvre qu'il a un double. Et qu'est-ce qu'on fait avec son double? On le tue. Il n'y a pas d'autre solution. Et ça se répète 2 fois. Voilà brossé à grands coups comme ça, euh, pour parler de notre l'angoisse profonde. Car il faut que vous sachiez, nous savons, l'angoisse profonde qui est la nôtre aujourd'hui devant un monde qui s'effondre. Si la loi internationale s'effondre, le monde s'effondre. Est-ce que les petits travaux que je fais jouent un rôle là-dedans? Bien sûr que pas grand-chose. Mais quand même, chacun fait ce qu'il peut à son niveau. Moi, j'ai sorti un livre sur le sionisme, très vite. Il s'est appelé Archéologie du sionisme, où j'ai voulu pointer ce fait que le sionisme repose sur ce que Lacan appelait une forclusion. La forclusion, c'est le rejet d'un signifiant fondamental. Et ce signifiant fondamental, dans le cadre du sionisme, c'est le judaïsme. Le sionisme s'est construit sur la haine du judaïsme. Il était clair qu'à moyen terme, quand on fait une forclusion, la conséquence, c'est un déclenche, c'est la psychose devient à ciel ouvert. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui devant une situation de folie absolue. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Sauf qu'il y a un fou qui a retrouvé un autre fou, là. Bon. Un peu moins fou quand même, peut-être, espérons. Bon, voilà, je vais arrêter là, parce que peut-être des questions qui sont... Très bien, merci. Tu J'espère as que ça vous a été, intéressé, hein. Si ça n'a pas vous tu as intéressé, vous été me dites. plus que lucide. Nous avons compris que le monde est devenu fou à cause de ce double qui s'est installé, qui est devenu infernal et exclusif, explosif. Il y a des Et résistances. et le parallèle que tu as établi avec l'effondrement du droit international nous fait encore plus peur. C'est ça le truc. La conséquence, Parce c'est que la fin. quel dénouement pour cette crise parce que ce que tu as dit, c'est le caractère fondamentalement structurel de cet antagonisme et qui est originel. Mais donc, si on transpose tout ça de la psychanalyse vers la politique, C'est ça. vers les guerres, ça donne finalement une suite de violences qui va en crescendo, en montant. Est-ce qu'il y a-t-il lieu, justement la question se pose, de maîtriser ces processus, même psychiques, même collectifs, même structurels, de les maîtriser pour trouver les compromis nécessaires pour le vivre ensemble dans la société mondiale. Et là, c'est sur cette question, j'ouvre le débat et je vous invite à prendre part à ce débat. Personnellement, d'abord, quand même, je voudrais dire un petit. Il semblerait, malgré le pessimisme, quand même, qu'on ne peut pas éviter, curieusement, on voit apparaître, par-ci, par-là, souvent de sources inattendues, des résistances importantes. Je vous prends un seul exemple. D'abord, je voulais vous dire quelque chose, tout à l'heure que je n'ai pas dit dans mon discours, je voulais rajouter. Freud disait que le complexe d'Oedipe se termine vers l'âge 7 ou 8 ans, ça s'arrête, complexe de castration, c'est fini, maman, je l'aime, mais j'ai plus envie de coucher avec elle. Il y a d'autres choses, d'autres personnes, d'autres jeunes femmes, jolies filles, bien plus intéressantes que maman sur ce plan-là. Bon, moi j'ajoute que le complexe de Caïn, lui, ne se... il persiste toute la vie d'un individu sous des formes déplacées. C'est pas mon frère, c'est mon voisin, c'est l'arabe, c'est le juif, c'est le noir, c'est ce que je sais pas le chinois, ce que vous voulez. C'est un déplacement. Alors ça se gère où le complexe d'Oedipe? Le complexe de Caïn qui est indestructible. C'est la scène politique. La scène politique, c'est la scène où se gère le complexe de Caïn.
Un jour, Lacan a lancé une phrase comme ça. Il y avait comme ça des trucs, Lacan. L'inconscient, c'est la politique. Ah, et alors, qu'est-ce que t'en fais de ça? Eh ben, moi, j'en fais quelque chose en disant le complexe de Caïn, c'est la politique. Depuis 2 ans, avec des amis, n'est-ce pas, on a construit une passerelle dont une jeune Tunisienne très, très intelligente, qui s'appelle Siem Keller. Nous avons construit une passerelle entre la discipline analytique et la discipline politique. Sans doute, le fondateur, un des grands fondateurs de la science politique, il s'appelait Hobbes. Hobbes, c'est un écrivain majeur. J'ai lu les 900 pages de son livre Léviathan. Le Léviathan. Je dois vous avouer, je les ai lus avec plaisir. Et parce qu'on dit beaucoup de conneries sur Hobbes. Il n'a jamais dit. Mais il dit au départ, il y a la guerre de tous contre tous. Qu'est-ce que dit Hobbes? Il dit il y a le complexe de Caïn. En d'autres termes, on peut traduire ça comme ça. Donc la politique, c'est le moyen. On cherche un moyen de faire que les frères ou les succédanés de frères ne s'entretuent pas. Alors, ce qui me paraît, pour revenir à ce que tu disais, j'ai eu une grande joie hier, cadeau. J'ai lu le discours du Premier ministre canadien. On pouvait s'attendre à tout le monde, hein, pas le Premier ministre canadien. Le Premier ministre canadien, c'est un type exceptionnel, cet homme. Il a dit, il faut que nous, les petits, là, ils se considèrent comme petits, nous résistons. La résistance vient de points qu'on n'attendait pas. Et il a dit cette phrase, c'est un écrivain, le mec. Il a dit, nous, les petits, si on n'est pas à table, on est au menu. Je ne sais pas si vous avez vu cette phrase. C'est génial. Les grands, ils veulent nous manger. Les États-Unis ont dit au Canada, les États-Unis disent au Canada, pourquoi vous ne voulez pas, on va faire un grand pays. Mais non, on ne veut pas, on est Canadiens. Moi, je me méfie des grandes unités. On est Canadiens, on est copains, ça va, très bien. Venez en vacances chez nous, on va en vacances chez vous, pas de problème. Mais on ne veut pas être Américains. On veut être des amis, on s'adore. Mais c'est nous, notre particularité, on est Québécois, on est je sais pas quoi. Et c'est le Premier ministre du Québec qui a dit ça. Nous avons des femmes comme Madame Albanese, et une femme qui se lève. Il y a partout des gens. Il y a des mouvements des rabbins à New York qui défilent avec leurs péotes là et leurs trucs, chapeau noir, avec des drapeaux palestiniens, qui disent on veut un État palestinien, c'est là que nous serons libres. C'est bizarre, non? Donc la résistance. Hein? Ouais, la résistance. Il y a des résistances qui commencent à germer un peu partout. Et d'ailleurs, il a fait recul l'autre cinglé. Là. Entre hier et aujourd'hui, il a changé d'avis. Bon, ben, bref. Donc, je pense que le réel résiste et qu'il va y avoir des résistances. Elles ne sont pas assez fortes, je trouve. Et alors, le côté intouchable d'Israël contre toute mesure, comment on appelle ça, de sanctions de l'Europe, par exemple. Pourquoi il n'y a pas des mesures des sanctions commerciales? Alors, il y a une pétition qui circule, là. Si on arrive à 1 million de signatures, le Parlement sera obligé de traiter le problème. On en est à 100 000, ou un peu plus peut-être. Donc, si vous ne l'avez pas signé encore, signez-la. Et voilà, il y a des résistances, apparemment modestes, mais qui sait, peut-être qu'un jour, ces petites résistances modestes. Et comment votre thèse elle est reçue chez le public intellectuel et l'intelligence israélienne? Parce que nous avons... Israélienne? Ah oui, israélienne. Ah, mais ça, ils ne s'intéressent pas à moi du tout. Mais pour eux, on n'existe pas. On appelle, nous, les... Pourtant, il y a pas mal d'auteurs qui sont très rationalistes, très critiques vis-à-vis du sionisme. Non, pas du sionisme, du Netanyahou. Mais ils sont toujours dans cet enclos fermé du sionisme. Le sionisme, c'est une drogue dure. Hein. Moi, j'ai été sioniste. Je peux vous dire, pour s'en sortir, c'est pas facile. La première secousse que j'ai éprouvée, c'est grâce à un homme qui était sioniste lui-même. Peut-être c'est parce qu'il l'était d'ailleurs. Qui était un homme exceptionnel, un génie, qui s'appelait Leibovitz, dont j'ai traduit 7 livres. J'étais le voir pour lui demander est-ce qu'il pensait que Maïmonide, pas quoi, un truc. Il m'a dit attendez, il y a bien d'autres choses à parler. Hein. 300 enfants à l'époque. On a fait beaucoup mieux, hélas. 300. Première chose qu'il me dit, hein. Ou la deuxième. 300 enfants palestiniens ont été assassinés. Je n'endors pas la nuit.
J'ai dit, d'où il est sorti cet homme-là? Vraiment, j'ai vu devant mes yeux le prophète Jérémie et ce vieil homme, il était très vieux déjà, presque l'âge que j'ai aujourd'hui, et qui allait manifester dans les rues avec sa canne et son truc jusqu'au dernier jour pour les droits du peuple palestinien, alors que c'était un juif très pieux. Souvent on dit la religion, gna, gna, gna. Ça dépend, ça dépend. Des gens comme Abdelkader en Algérie, un saint, c'est un homme religieux. On sait le respect qu'il mérite. Jusque-là, nous nous respections mutuellement. Un saint juif à Tunis, là-bas, je ne sais plus, à Testour, c'était Saïd. Sawat. Hein? Shawat, Ouais. on l'appelle Saïd. Saïd. Sa tombe était protégée, enfin, plus ou moins. En Tunisie, on a un mot qui a servi à la révolution tunisienne, ça s'appelait karama. Karama. Dignité. Le peuple palestinien a droit à sa dignité. Le peuple arabe a droit à sa dignité. Le peuple juif a droit à sa dignité. Là, on nous salit dans notre dignité. C'est ça le problème. Je me sens humilié. On me dit, comment tu peux... Je défends ma dignité de juif. C'est pas comme ça que j'ai grandi. C'est pas comme ça que j'ai lu la Bible. La Bible nous dit, dans le Lévitique, il y en a un comme ça, Nathanson, qui met ça toujours, cette phrase, dans sa guide. Si un étranger habite avec toi, dans la Bible, tu dois lui faire aucun mal. Non seulement ça, mais tu dois l'aimer comme toi-même. Quoi? Et là, j'ai écrit dans mon livre, là, la Torah est un livre antisémite pour Netanyahou et sa clique. Comment un étranger, un Palestinien, je vais l'aimer comme moi-même? C'est des antisémites. La Bible serait-il un livre antisémite? Il y a quelque chose. Il faudrait dire ça à Madame Yadan, là, que la Bible est un livre antisémite, qu'il faut l'interdire en France.